Les plus grands objets de l'univers sont des animaux monstrueux. Chacun d'entre eux est un poids lourd galactique dans sa catégorie. L'univers est incroyablement vaste. Il est tellement immense qu'il est très difficile pour un être humain de saisir réellement l'échelle des objets qu'il abrite. Que ce soit sur Terre ou dans l'univers, la taille des éléments est certes importante, mais de façon différente. Dans l'espace, être le plus grand n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et bien souvent, les vainqueurs vivent à une grande échelle et meurent jeunes. Ce sont les Everest du cosmos. Tels des paparazzi, les astronomes pointent leurs télescopes sur eux pour capturer leurs moindres mouvements. Ce sont les plus gros objets de l'univers, et leur taille est vraiment monstrueuse. Dans l'univers, ce qui est positif dans le fait d'être énorme, c'est que l'univers est encore plus énorme que vous. Donc vous avez beaucoup de place pour vous étirer. Ainsi, votre taille peut vous permettre d'être remarqué par des civilisations douées d'intelligence. La première chose que l'on découvre lorsqu'on commence à étudier l'astronomie, c'est à quel point tout est sacrément grand. Ce qu'on étudie est tellement au-delà de l'échelle humaine qu'on ne rencontre quasiment jamais rien de semblable au cours d'une vie. L'univers regorge d'objets gigantesques. Dans le système solaire, la Terre est la 5e plus grosse planète. Mais elle n'en est pas moins 100 millions de milliards de fois plus petite que le plus grand objet de l'espace. Alors qui détient ce titre tant convoité de plus grand objet de l'univers? La plupart des astronomes s'accordent pour désigner la toile cosmique, un échafaudage sans fin de superamas de galaxies entourées de matière noire, une forme de matière invisible et mystérieuse qui représente 90% de la masse de l'univers. Le plus grand objet de l'univers est tellement monstrueux qu'on peut même se demander s'il s'agit bien d'un objet. C'est un réseau de matière noire qui emplit la totalité de l'univers. La matière noire est cette matière que nous ne pouvons pas voir. Elle n'émet aucune lumière, mais elle occupe tout l'univers. La matière noire est bien plus mystérieuse que ce que pensent la plupart des gens. Ce qui me fait littéralement frissonner, c'est qu'elle n'est pas constituée d'un élément quelconque. Je ne pense pas qu'on puisse la sentir ou la toucher. Simplement, elle possède une force gravitationnelle. La toile cosmique de matière noire ne devient visible que lorsque l'on regarde les objets qui la remplissent. Cette toile cosmique est un peu comme une toile d'araignée en 3 dimensions. Au centre de tous ces vortex, il y a les superamas. Ce sont des amas de milliers de galaxies dont les filaments leur permettent d'être connectés entre elles à travers tout l'univers. La gravitation la plus puissante se trouve à l'intersection de ces structures toiles. C'est là où le gaz faiblit et c'est là que se forment les galaxies, les amas de galaxies. Mais quelle est l'amplitude de la toile cosmique ? Si la Voie lactée était de la taille d'une graine de pavot, l'univers observable ferait à peu près la taille du Rose Bowl Stadium, qui peut accueillir 100 000 personnes. Tout cet espace est empli par une toile cosmique, c'est-à-dire un réseau d'amas reliés ensemble d'un bout à l'autre de l'univers. Les origines de la toile cosmique demeurent incertaines. Mais les scientifiques pensent que les premières graines en furent plantées lors du Big Bang, au début de l'univers. Au moment du Big Bang, l'univers entier a explosé puis s'est étendu très rapidement. Si bien que la toile cosmique contient toute la matière originelle produite à ce moment-là. Elle a explosé et formé ces très grands objets que nous voyons aujourd'hui. Les scientifiques s'efforcent de créer une carte de la toile cosmique qui couvrirait la totalité de l'univers.
Une méthode consiste à observer les rayons X chauds qui émettent des gaz et la façon dont ils sont contenus par la présence d'une force gravitationnelle dans la matière noire. Une autre méthode consiste à observer ce qu'on appelle une lentille gravitationnelle, une zone où la lumière est déviée par la force de gravitation de la toile cosmique. Nous pouvons ainsi déceler les grandes lignes de cette toile selon la manière dont elle détourne la lumière. La toile cosmique contient tout ce qui est dans l'univers. Mais certains scientifiques se demandent s'il s'agit vraiment de l'objet le plus grand, car elle n'a pas une structure continue à travers l'espace. La toile de matière cosmique n'est pas réellement l'objet le plus grand, maintenu ensemble par la gravitation. En effet, la matière de l'univers s'est tellement étendue que la force gravitationnelle n'est pas assez forte pour la contenir en un seul endroit, alors que les superamas de galaxies, eux, sont liés par elle. Ils ont une masse suffisante pour produire une force de gravitation qui les retient ensemble pendant un certain temps. Les astronomes n'en ont pas une estimation précise, mais la toile cosmique pourrait être faite de centaines de milliers de superamas. Il s'agit d'immenses rassemblements de galaxies qui, au fil de millions d'années-lumière, ont été reliées entre elles par la gravitation. L'univers suit une organisation hiérarchique. Les étoiles forment les galaxies forment les amas constituent des superamas. Si l'on compare un amas au continent nord-américain, alors un superamas pourrait être l'association des villes d'Amérique du Nord, des villes du continent européen, asiatique, etc. Le record actuel du plus grand superamas de galaxies est détenu par le superamas de Chapley. Cette région très dense de galaxies s'étend sur 400 millions d'années-lumière. Pour la traverser, le plus rapide des vaisseaux interplanétaires mettrait plusieurs milliards d'années. Le superamas de Chapley s'étend sur plusieurs constellations et se situe à presque 650 millions d'années-lumière de la Voie lactée. J'ai ici un petit bateau, un jouet qui est une réplique du Queen Mary, que vous pouvez voir derrière moi. Il est 4000 fois plus petit que l'original. Imaginons simplement que la Voie lactée où nous vivons soit de la taille de ce bateau. Dans ce cas, l'un des superamas les plus massifs que nous connaissions, le superamas de Chapley, serait de la taille du vrai Queen Mary. Ainsi, le superamas de Chapley serait 4000 fois plus grand que notre Voie lactée. C'est un des objets les plus massifs que nous connaissions dans l'univers. Les astronomes connaissent les superamas depuis les années 1950. Mais aujourd'hui, ils ont pu déterminer leur origine grâce à de récentes mesures de leur CMB, Cosmic Background Microwave, ou fond diffus cosmologique, qui est un rayonnement laissé derrière lui par le Big Bang. C'est ainsi qu'on en a conclu que tous les superamas, y compris celui de Chapley, trouvaient leur origine dans la formation de l'univers il y a plus de 13 milliards d'années. En même temps que l'univers évoluait et se développait, la force gravitationnelle a permis à toute zone ayant un excédent de densité d'attirer de plus en plus de matière. Chapley est donc un amas fait de l'accumulation de nombreuses petites galaxies qui sont tombées en son sein. Et c'est ainsi qu'il a atteint cette taille monstrueuse avec le temps. Ce qui est stupéfiant, c'est que les scientifiques pensent que le superamas de Chapley pourrait être encore plus grand qu'il n'y paraît. En réalité, on ne verrait qu'une petite partie de ce que contient réellement le superamas de Chapley. Grâce au futur télescope spatial WISE, on arriverait à voir 10 fois plus loin qu'aujourd'hui. Et nous pourrions voir le reste du superamas de Chapley et savoir s'il est encore plus massif que ce qu'on sait déjà. Les superamas de galaxies resteront ensemble au cours du temps, car ils sont liés par la force de gravitation. La gravitation les retient ensemble, si bien que même si l'univers s'étend, ces superamas de galaxies resteront ensemble au cours du temps et continueront à tourner en orbite les unes autour des autres. Nous autres humains vivons également dans un système de superamas, mais le nôtre est 2 fois moins grand que celui de Chapley, et sa masse est environ 10 fois moins importante.
La Voie lactée fait partie d'un petit amas appelé le groupe local, qui fait lui-même partie d'un plus grand, nommé l'amas de la Vierge. Nous sommes un peu en périphérie de celui-ci, c'est notre adresse en quelque sorte. Nous vivons dans telle rue, de telle ville, de tel état, de tel pays, de la même manière que la Voie lactée fait partie d'entités plus vastes. Les superamas de galaxies sont les zones les plus foisonnantes de l'espace. Mais ils entourent aussi de grandes régions où il n'y a quasiment rien. Ces endroits dépouillés de tout sont ce qu'on appelle le vide. Le vide est le contraire des amas. Les amas sont les régions où se trouvent les galaxies, et le vide, c'est là où il n'y en a aucune. Et cette structure semblable à une toile est faite d'une alternance entre les amas et le vide. Un peu comme dans un paysage se succèdent les villes et les campagnes. Le vide le plus important de l'univers est certainement celui du Bouvier. Appelé ainsi d'après la constellation où il se situe, cet espace presque désert a un diamètre d'environ 250 millions d'années-lumière, ce qui équivaut à 250 voies lactées placées l'une à côté de l'autre. Observez dans n'importe quelle direction du cosmos et vous apercevrez quelque chose. Vous verrez des galaxies par exemple, vous verrez du gaz, de la poussière, vous pourrez même détecter de la matière noire. Et puis il y a ce trou géant sans rien à l'intérieur. Le vide du Bouvier, découvert en 1981, est presque entièrement dépourvu de galaxies. Une nouvelle méthode pour trouver des vides encore plus importants consisterait à mesurer précisément la température du fond diffus cosmologique, ou CMB. De légers points froids de ce rayonnement permettraient de repérer dans quelle direction se situent de grands vides, plus loin de nous. L'histoire de leur formation est tout simplement le contraire de la formation des superamas. Les vides sont sans doute apparus dès la première seconde du Big Bang, comme des zones de densité légèrement basse. Avec le temps, elles sont devenues de moins en moins denses. Toute la matière s'est échappée par les filaments vers d'autres étendues, laissant ces zones de plus en plus vides. Et aujourd'hui, on n'y trouve quasiment plus rien, si ce n'est quelques petites galaxies naines dans certains d'entre eux. Les vides et les amas ne sont que quelques-uns des objets monstrueux qui peuplent une structure encore plus importante, la toile cosmique. Mais celle-ci abrite aussi d'autres objets immenses. Et en particulier des bulles de taille colossale qui pourraient détenir le secret de la formation des galaxies. L'univers est rempli d'objets monstrueux. Les chercheurs ont récemment découvert des nuages de gaz géants qui semblent tout droit sortis d'un film d'horreur. On les appelle les bulles Lyman alpha. Personnellement, dans l'univers, les bulles Lyman alpha sont mes objets monstrueux préférés. C'est un phénomène imprévisible, inattendu, au cours duquel on peut observer une galaxie durant les premières phases de sa formation et comment elle s'effondre. Une bulle Lyman alpha ressemble beaucoup à cette bulle de savon en expansion. Sauf que dans le cas de la bulle de savon, celle-ci se remplit d'air. Une bulle Lyman alpha, elle, se développe à cause de la chaleur. On a injecté beaucoup d'énergie dans ce gaz afin de le chauffer. Or, lorsqu'on met autant d'énergie dans un gaz, il a inévitablement tendance à gonfler et à s'étendre exactement comme une bulle de savon. Une bulle Lyman alpha gonfle grâce à la chaleur et peut-être aussi grâce aux rayons ultraviolets d'étoiles récemment formées. La plus grande bulle Lyman alpha que l'on connaisse est une structure colossale en forme d'amibe. Elle ressemble à une méduse verte géante. Elle mesure 200 millions d'années-lumière de large et est située dans la constellation du Verseau. Lorsque l'on regarde cette bulle Lyman alpha, on voit qu'un gaz se propage parmi ses toutes premières étoiles et galaxies. C'est une structure plutôt informe qui contient en elle une trentaine de bulles. C'est un objet très vaste et vraiment massif. La structure entière équivaut à 3000 fois la taille de notre Voie lactée.
À Hawaï, les télescopes Keck et Subaru sont équipés de filtres capables d'observer cette bulle lointaine qui se propage le long de tentacules courbes. Les spécialistes estiment que la plus grande bulle Lyman alpha s'est formée il y a environ 12 milliards d'années, presque 2 milliards d'années après le Big Bang. La technique que nous utilisons pour observer ce gaz s'appuie sur une couleur de lumière très spécifique, une émission de lumière que l'on appelle Lyman alpha. C'est pourquoi on dit bulle Lyman alpha. Parce que quand on prend une image du ciel à travers un filtre qui ne laisse passer que cette lumière, qui est une longueur d'onde très particulière, on voit une petite bulle dans l'immensité céleste. Les bulles Lyman alpha sont peut-être les précurseurs des amas de galaxies que nous voyons aujourd'hui. À l'intérieur de ces gigantesques bulles, il pourrait exister des couveuses qui verront un jour éclore de nouvelles galaxies. Les bulles Lyman alpha sont probablement une première phase du processus assez particulier qui mène à la création d'une galaxie. Je pense que la plupart d'entre elles vont s'effondrer et former de jeunes galaxies dans les 100 millions d'années à venir. Ce n'est qu'une phase, le moment où une galaxie commence à se constituer. La recherche de bulles Lyman alpha dans l'univers n'en est qu'à ses débuts. Nous en trouverons certainement bien d'autres et de bien plus grandes dans le futur. C'est une affaire à suivre. Les bulles Lyman alpha pourraient détenir les clés de la formation des galaxies, qui sont des systèmes qui contiennent des étoiles, du gaz, de la poussière, de la matière noire et qui sont liés par la gravitation. On peut en observer au moins 100 millions dans l'univers. Elles mesurent de 10 000 à plusieurs millions d'années-lumière en largeur. Je vois les galaxies, ces rassemblements géants d'étoiles, comme des villes. Car j'y suis moi-même né, dans une galaxie et dans une ville contemporaine. Je suis natif de New York, où les habitants vivent les uns sur les autres. Les galaxies sont en quelque sorte la façon dont la matière s'est organisée dans l'univers. Quand on veut savoir quelle est la plus grande galaxie de l'univers, on se heurte à la difficulté de les mesurer. Le problème pour définir quelle est la galaxie la plus grande, c'est de décider où elle s'arrête. Une galaxie n'a pas de frontières précises. Simplement, elle s'amenuise au fur et à mesure où l'on en sort. C'est comme si l'on voulait déterminer où se termine une vaste zone urbaine. Où est la fin de Los Angeles ? On peut s'en éloigner de 80 km et l'on trouvera encore une banlieue d'assez forte densité. Les faubourgs d'une grande galaxie comme la Voie lactée s'étendent très loin, à plus de 100 000 années-lumière. Et dans le cas d'une galaxie géante, ces zones s'étendent sur des centaines de milliers d'années-lumière. Comme les scientifiques ne peuvent déterminer clairement quelle est la gagnante, plusieurs galaxies se partagent le titre. On les appelle des galaxies CD, pour Cluster Diffuse. Elles sont situées au cœur de riches amas de galaxies. Si on considère la toile cosmique comme une sorte de toile d'araignée en 3 dimensions, alors ces monstrueuses galaxies, CD, sont les araignées cachées au milieu de ces toiles. Dans certains cas, leur masse peut être de 10 à 20 fois supérieure à celle de la Voie lactée. Dans l'univers, ces galaxies CD sont les plus monstrueuses de toutes. Par exemple, IC 1101, qui se situe au centre d'un amas galactique appelé Abell 2029, mesure plus de 6 millions d'années-lumière. Comparé à notre Voie lactée qui ne fait que 100 000 années-lumière, c'est une énorme galaxie. Elle est 6 fois plus grande. Si les galaxies CD sont elliptiques, contrairement à la Voie lactée qui est en forme de disque, c'est parce qu'elles ont atteint leur taille en se regroupant avec d'autres galaxies. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cannibalisme galactique, lorsqu'une galaxie en avale une autre. C'est un phénomène constant dans les amas de galaxies, si bien qu'au centre d'un amas massif, on va trouver une très grosse galaxie.
Ces galaxies CD ont une masse telle qu'elles prennent le pouvoir où qu'elles se trouvent. On peut voir de petites galaxies en orbite autour d'elles, mais en règle générale, elles dévorent tout ce qui se trouve à leur portée. Les galaxies les plus vastes mesurent de 6 à 20 millions d'années-lumière. Mais il existe d'autres objets encore plus monstrueux. On les appelle les lobes radiaux. Ces immenses structures qui s'étirent de part et d'autre d'une galaxie sont en fait des jets violents de particules qui émettent des ondes radio. Nous sommes donc ici dans un atelier de réparation où je vais utiliser ces deux torches pour simuler les jets d'ondes radio qui sortent des côtés opposés d'un disque d'accrétion et tourbillonnent autour d'un énorme trou noir. À l'œil nu, on voit une petite flamme bleue sortir de la torche, mais à travers les infrarouges, on voit que la chaleur de la torche s'étend bien plus loin. C'est la même chose pour les jets d'ondes radio. Ce qu'on voit à l'œil nu est assez différent de ce qu'on voit sur les longueurs d'onde radio. Un lobe peut faire 160 000 années-lumière étant donné qu'il s'étend de part et d'autre de la galaxie. Cela équivaut à environ 2 fois la taille du disque galactique de la Voie lactée. Les astronomes pensent que les lobes radio fonctionnent grâce aux trous noirs supermassifs situés dans les quasars, qui sont les centres lumineux de la plupart des galaxies actives. Les jets d'énergie radio proviennent d'un trou noir géant et forment les énormes structures des lobes radio. Ils sont liés de très près aux quasars. En réalité, dans certains cas, on peut voir un quasar de basse énergie au centre de la galaxie, cerné de part et d'autre par ces lobes géants. Ils ont été envoyés de chaque côté par des jets d'électrons de très haute énergie qui se déplacent quasiment à la vitesse de la lumière. Ils ont probablement été éjectés des pôles nord et sud d'un trou noir tourbillonnant. Les lobes radio dépendent de la matière qui descend dans le trou noir. Au fur et à mesure qu'elle descend dans le trou noir, une partie se précipite dans ces lobes, si bien que leur taille dépend de la quantité de matière que le trou noir a avalée. Et c'est ainsi qu'ils changent de taille avec le temps. Les radiotélescopes ont scruté l'univers et déterminé le plus grand lobe radio parmi ceux que l'on connaît. L'indéniable détenteur du record se situe dans la galaxie 3C 236 de la constellation du Lion. Ces jets s'étendent sur plus de 40 millions d'années-lumière. Les spécialistes ne comprennent pas pourquoi certaines galaxies actives produisent ces jets et d'autres non. Mais une chose est certaine, les lobes radio ne sont pas éternels. Ils ne durent que quelques millions d'années. Lorsqu'à la fin ces torches seront à court de gaz et qu'elles s'éteindront d'elles-mêmes, les jets de la radiogalaxie mourront aussi sans doute. Lorsque le trou noir aura consumé toute la matière à proximité, il ne restera plus rien d'autre que le disque d'accrétion à éjecter le long des lignes du champ magnétique, et les jets s'éteindront. Si ce sont les trous noirs qui produisent ces gigantesques lobes radio, alors quel est le plus grand trou noir de l'univers ? À l'heure actuelle, les spécialistes prennent les paris. Lorsqu'on parle des objets monstrueux de l'univers, certains trous noirs sont en bonne place pour figurer dans le livre des records. Un trou noir est une région de l'espace où la force gravitationnelle est si puissante que rien ne peut lui échapper, même la lumière. Des millions et même des milliards de ces monstres noirs parcourent l'univers. On peut les ranger en deux catégories selon leur taille. La plupart d'entre eux sont des trous noirs de masse stellaire, c'est-à-dire qu'ils font de 5 à 100 fois le poids du Soleil. Et il y a aussi les trous noirs supermassifs, dont la masse pèse entre des millions et des milliards de fois celle du Soleil. Nous avons les trous noirs supermassifs, comme ceux qu'on semble trouver au centre de chaque galaxie où nous sommes capables d'aller voir. Si vous êtes une étoile qui tourne près de l'un de ces trous noirs supermassifs situés au centre de ces galaxies, il produit bien des dégâts dans votre environnement.
Les trous noirs ne sont pas des zones étendues. Mais lorsque l'on mesure leur masse, ils gagnent le concours de l'objet galactique le plus lourd. Au centre de la Voie lactée, nous savons qu'il y a un trou noir qui fait environ 3 millions de fois la masse de notre Soleil. Et pourtant, comme les trous noirs sont incroyablement denses, celui-ci est de taille plutôt petite. Cependant, il est doté d'une force de gravitation incroyablement puissante. Comme leur nom le suggère, ces ogres sont noirs, essentiellement parce qu'aucune lumière ne peut leur échapper. On ne peut donc les observer que lorsque leur gravitation affecte un autre objet dans l'espace, telle une étoile filante, ou lorsqu'ils se gavent de la matière qui l'entoure. Alors, quel est le champion en titre des trous noirs? Le détenteur actuel du record du trou noir le plus large semble être un quasar incroyablement lumineux qui répond au nom très simple de HS 1946 plus 7658. Pourquoi est-ce le plus grand trou noir? Parce qu'il s'agit du quasar le plus lumineux que nous ayons pu trouver à ce jour dans l'univers. Le trou noir qui le fait tenir ensemble, qui en produit l'énergie, a forcément une masse qui correspond à 10 milliards de fois environ celle du Soleil. Ce serait donc un trou noir plus vaste que le système solaire entier. En réalité, il semble être juste là pour nous rappeler à quel point une force simple en apparence comme la gravitation peut être surprenante. Le plus grand trou noir supermassif exerce son pouvoir au centre d'une galaxie. Mais il y a d'autres grands objets lumineux dans l'univers. Il semble même y en avoir partout où l'on se tourne. Quand on jette un coup d'œil sur le ciel nocturne, on voit des étoiles, des points de lumière qui scintillent et qui sont en réalité des boules de plasma lumineuses. Vues de la Terre, les étoiles semblent petites. Mais en vérité, elles sont de taille très variable. Cela va des naines rouges, qui font environ 1/12e de notre Soleil, aux supergéantes bleues, qui peuvent atteindre plus de 150 fois la masse solaire. La Voie lactée contient 100 milliards d'étoiles, parmi lesquelles le Soleil, dont la masse atteint 300 000 fois celle de la Terre. Et ce phare cosmique est une véritable centrale électrique pour le système solaire. Cette centrale de gaz naturel produit une énergie d'environ 300 MW. C'est assez pour alimenter plusieurs centaines de milliers de maisons. Mais ce n'est qu'une toute petite fraction de la production énergétique du Soleil. Sa puissance correspond à environ 2 milliards de fois ce que produit cette centrale. C'est pour cela que malgré la distance, le Soleil est capable de chauffer toute notre planète. Malgré cela, le Soleil est loin d'être la plus grande étoile ou la plus puissante. Certaines étoiles ont une puissance d'environ 1 million de fois celle du Soleil. Si l'on compare cela au barrage Hoover, il faudrait environ 30 millions de barrages Hoover par habitant de la planète pour produire une telle puissance. Il est impossible à l'échelle humaine d'imaginer une telle production d'énergie. Les étoiles les plus grandes et les plus puissantes qui produisent ce type d'énergie sont appelées les supergéantes rouges. Il s'agit d'une catégorie d'étoiles encore plus grande que les supergéantes. Les étoiles classiques comme le Soleil font entrer en fusion l'hydrogène et l'hélium pour produire de l'énergie. Mais les hypergéantes ont déjà épuisé tout l'hydrogène de leur noyau. Alors elles combinent l'hydrogène et l'hélium à la périphérie du noyau, ce qui les rend extrêmement chaudes et pleines d'énergie. Et c'est cette énergie qui fait gonfler l'étoile. Ainsi, elles gagnent une surface très importante qui peut atteindre la taille de l'orbite de la Terre, et même encore plus. Dans la catégorie des hypergéantes rouges, VY Canis Majoris semble avoir le diamètre le plus grand. Il est 2000 fois plus important que celui du Soleil. La voiture la plus rapide du monde mettrait 2600 ans pour en faire le tour. Ce champion stellaire se situe dans la constellation du Grand Chien, à environ 5000 années-lumière de la Terre. Si l'on remplaçait le Soleil par VY Canis Majoris, si l'on mettait cette étoile hypergéante à la place du Soleil,
son rayon serait plus long que l'orbite de Saturne. En effet, il fait 9 fois la distance entre le Soleil et la Terre. Cette étoile possède un diamètre plus grand que notre Soleil. C'est grâce à sa température que les astronomes déterminent le rayon d'une étoile de cette dimension. On arrive à connaître la température de la surface de l'étoile à partir de sa couleur. Puis on mesure sa luminosité et en combinant tout cela, on peut déterminer quelle est la surface totale de l'étoile et à partir de là, son diamètre. Cela suppose que l'on puisse mesurer sa luminosité et connaître sa température à partir de sa couleur. La plupart du temps, elles ne sont que de petits points précis de lumière et il est impossible d'en savoir plus. Malgré tout, il existe de nos jours de nouveaux outils, les interféromètres, qui sont capables de percer à jour n'importe quelle petite source de lumière comme une étoile. Et dans certains cas, on a pu évaluer directement les dimensions de certaines étoiles. VY Canis Majoris ne détiendra pas éternellement son titre. L'hypergéante rouge perd l'équivalent d'environ 30 fois la masse de la Terre par an. Les plus grosses étoiles de l'univers comme VY Canis Majoris sont en réalité des étoiles mourantes. Quand celles-ci commencent à s'éteindre, elles brûlent leur carburant nucléaire qui est moins stable et elles gonflent avec le temps. VY Canis Majoris n'a sans doute plus que quelques millions d'années à vivre. Des étoiles aussi massives ne durent jamais bien longtemps. Elles consomment leur carburant à une vitesse prodigieuse. Elles se développent jusqu'à devenir une hypergéante et ne vivent sous cette forme que quelques centaines de milliers d'années, ce qui est très court en fait. À la fin, elles explosent en supernova. Certes, VY Canis Majoris a le diamètre le plus important, mais c'est une autre étoile qui remporte la palme de la plus grosse masse. Dans le vaste monde des étoiles, beaucoup de concurrentes rivalisent pour remporter le titre de plus grande étoile de l'univers. Mais ici, la grandeur peut avoir deux significations. Lorsqu'on parle de la plus grande étoile, on peut vouloir dire deux choses. Soit qu'elle possède le diamètre le plus large, soit qu'il s'agit de sa masse. La masse indique la quantité de matière d'un objet. C'est comme si l'on calculait son poids en mesurant la matière contenue dans son corps. Selon certains astronomes, l'étoile la plus massive se situe dans la Voie lactée. Elle fait partie d'un système stellaire binaire, connu sous le nom de A1. Il s'agit en fait de deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre en 4 jours. L'une de ces deux étoiles possède une masse d'environ 115 fois celle du Soleil. Et l'autre, également énorme, fait environ 84 fois la taille du Soleil. Ainsi, les deux étoiles de ce système binaire font partie des étoiles les plus massives que nous ayons jamais mesurées. Il y a peut-être des étoiles plus massives que la combinaison A1 dans cet amas stellaire, mais c'est la plus importante que nous ayons pu mesurer directement. Ces étoiles massives auront des vies pleines, mais courtes. Les étoiles massives sont extrêmement lumineuses. Parfois, elles peuvent éclipser des millions d'étoiles autour d'elles. Mais cela a un coût. Elles se retrouveront à court de carburant plus vite que n'importe quelle autre étoile. Et elles mourront un jour de façon spectaculaire. Leurs entrailles exploseront et se disperseront à travers la galaxie. Vivre à toute vitesse, avec une masse importante et en étant très lumineuse, a un revers. On explose à la fin de l'histoire. Une étoile très brillante risque de brûler plus vite et de mourir plus tôt. Mais en même temps, ces étoiles très chaudes fabriquent les éléments indispensables à toute vie. Sans ces étoiles massives, nous ne serions pas là. Nous n'aurions pas de fer dans le sang, de calcium dans les os. Tout cela ne se forme que dans les étoiles les plus massives. Nous autres humains avons besoin de ces éléments essentiels issus d'étoiles massives. Mais nous avons aussi besoin d'une planète dotée d'une surface solide pour tenir debout sur elle. Les planètes se répartissent en deux groupes, les géantes gazeuses, comme Jupiter, et les petites planètes rocheuses, comme la Terre. Dans notre système solaire, Jupiter est la planète la plus vaste, tandis que la Terre occupe la 5e place.
Même si Jupiter règne en maître dans notre galaxie, il ne s'agit pas de la plus grande planète de l'univers. Celle qui tient le premier rang est TRES 4. Elle a été nommée ainsi d'après le nom de l'étude Transatlantic Exoplanet Survey qu'il a découvert en 2007 dans la constellation d'Hercule. La masse de TRES 4 est inhabituellement grande. On peut mesurer directement son rayon qui est exceptionnellement large. Il représente environ 70% de celui de Jupiter, alors que sa masse équivaut à 80% de celle de Jupiter. C'est à peu près la densité du liège ou de la crème chantilly. La Terre est une planète rocheuse, très dense. Et même les planètes gazeuses géantes comme Jupiter, faites de gaz comprimé, d'eau et d'autres éléments chimiques, sont étroitement compressées. TRES 4, elle, ressemble à de la guimauve. Bien que TRES 4 soit légère par rapport à sa taille, elle est environ 18 fois plus vaste que la Terre. Les scientifiques ne sont pas tout à fait certains de connaître ses dimensions. Selon une théorie, cette planète très proche de son étoile parente fabriquerait dans son atmosphère de nombreux éléments chimiques qui capturent la chaleur un peu comme par un effet de serre. La distance entre cette planète et son étoile parente correspond à environ 5% de la distance Terre-Soleil. Elles sont donc très proches, si proches que l'orbite de la planète ne dure que 3 jours et demi. Vous imaginez donc la chaleur qui y règne et à quel point la planète est dévastée par la lumière émise par son étoile. Comme elle ne peut refroidir, elle ne peut non plus rétrécir. En effet, lorsque les gaz sont très chauds, ils entrent en expansion. C'est ce qui pourrait expliquer pourquoi le rayon de cette planète reste aussi important. Il se peut que TRES 4 soit une planète gonflée. Mais lorsqu'il s'agit d'héberger la vie, les plus grosses planètes n'offrent pas des conditions optimum. Ces géantes ne sont faites que de gaz en vérité. Elles ne possèdent aucune structure solide, on ne peut pas s'y tenir debout. Ce n'est vraiment pas un endroit où l'on pourrait trouver une forme de vie, car celle-ci serait constamment projetée dans l'atmosphère. Et c'est un peu dur d'évoluer dans ces conditions. Cette planète ne serait pas un endroit très habitable, tant elle est proche de son étoile parente. Elle est dévastée par les rayons de son étoile. Ce serait donc un endroit très chaud et peu agréable à vivre, en tout cas pour les humains. Le rayon de TRES 4 est le plus grand que l'on connaisse à l'heure actuelle. Mais la planète pourrait perdre sa première place dans le futur. Les scientifiques découvrent de nouvelles planètes quasiment tous les jours. Il est donc fort possible qu'on en découvre une autre encore plus vaste. Les scientifiques découvrent également chaque jour de nouveaux astéroïdes. Il s'agit de corps rocheux qui ne se transformeront pas en planètes. Et le plus grand pourrait se trouver dans notre voisinage galactique. Dans le système solaire, des milliards de débris de roches ne sont pas devenus des planètes et ont trouvé refuge dans la ceinture d'astéroïdes. Certains ne sont pas plus gros que des grains de poussière, d'autres sont aussi vastes que des pays. Cérès est le premier astéroïde qui ait jamais été découvert et il reste à ce jour le plus grand d'entre tous. Il porte le nom de la déesse romaine des plantes et des récoltes. Cérès a un diamètre d'environ 1000 km. Il est donc presque aussi vaste que la Californie. Cérès est tellement grand qu'il contient 25% de la masse de la ceinture d'astéroïdes. Il est si gros que si l'on prenait tous les autres astéroïdes de la ceinture et qu'on les mettait ensemble, il ne serait que 2 ou 3 fois plus grand que Cérès. La taille de Cérès la met à part des autres roches de la ceinture d'astéroïdes. Le robot lunaire Apollo aurait besoin de 10 jours pour en faire le tour à une vitesse de 13 km/h. Mais au-delà de sa taille, il possède une autre caractéristique, sa forme ronde.
Tous ces objets en orbite dans la ceinture d'astéroïdes du système solaire ont une drôle de forme. La plupart d'entre eux sont de gros morceaux de roche taillés à la serpe. Cérès, lui, est assez grand et massif pour que sa force gravitationnelle prenne le dessus sur les roches qu'il contient. Et quand cela se produit, il prend la forme d'une sphère. De par sa forme ronde, Cérès possède un double titre. Une planète, selon la définition courante, est un objet assez massif pour posséder une force gravitationnelle puissante qui lui permet de prendre une forme ronde. Donc, Cérès étant ronde, en plus d'être un astéroïde, elle est aussi une planète naine. À l'heure actuelle, nous ne connaissons que peu de choses sur la composition de Cérès. Nous savons qu'elle est faite de roches, mais il se peut qu'elle contienne également de la glace et peut-être même de l'argile à l'intérieur. La mission Dawn est sur le point de partir vers Cérès pour entrer en orbite autour d'elle. Les scientifiques emporteront avec eux toute une série d'instruments pour que nous en sachions plus sur la composition de cet astéroïde d'une dimension inhabituelle. Cérès est peut-être le plus grand astéroïde de notre système solaire, mais l'univers est vaste. Il est possible que lorsque nous irons explorer d'autres systèmes solaires, nous trouvions de plus grands astéroïdes que Cérès. Le système solaire comprend des éléments surdimensionnés. Sa planète la plus importante, Jupiter, possède la plus grande lune, Ganymède. C'est sur la planète Mars qu'on trouve le plus grand volcan, le mont Olympe. Il mesure 27 km de haut, ce qui fait qu'il est environ 3 fois supérieur au plus grand volcan que nous ayons sur Terre. Il est si élevé qu'en étant à son pied, on ne pourrait en apercevoir le sommet en raison aussi de sa courbure. Dans notre système solaire, donc, les objets monstrueux ont une grande importance sur la forme de l'univers. Certains pensent que le Soleil devrait remporter la palme de l'objet le plus grand de notre environnement cosmique. Il est 1000 fois plus massif que Jupiter. Mais existe-t-il quelque chose de plus grand? Le plus grand objet associé à notre système solaire est le nuage d'Oort. C'est un nuage de comètes très diffus qui s'étend jusqu'à mi-distance de notre étoile la plus proche, Alpha du Centaure. Celle-ci est à 4 années-lumière de la Terre. Les astronomes estiment qu'un vaisseau spatial devrait voyager pendant des centaines de milliers d'années pour atteindre l'extrémité du nuage d'Oort. Le nuage d'Oort est si sombre et si éloigné qu'on ne peut vraiment l'observer. Mais ce que nous savons, c'est que des comètes arrivent vers lui, venant de toutes les directions. Il doit donc s'agir d'un nuage sphérique de comètes qui est très loin de nous. L'origine du nuage d'Oort demeure une énigme. Selon une théorie, il s'est formé très tôt dans le système solaire. Lorsque les comètes tombèrent en direction du Soleil en formation, elles furent éjectées et tracèrent de longues orbites. Au cours des années, leurs orbites les propulsèrent dans un nuage géant. Il est très loin. Et il est rempli de rémanents gelés qui sont restés dans l'état qui était le leur au moment de la formation du système solaire, il y a environ 4,5 milliards d'années. On pourrait donc dire qu'il s'agit des rémanents archéologiques de la formation de notre système solaire. L'univers comprend à la fois de grands et de petits objets. Mais ce sont les vastes structures que nous voyons dans l'espace qui nous intriguent sur le fonctionnement de l'univers. Bien que les spécialistes aient découvert beaucoup d'objets d'importance, la quête de nouveaux monstres plus grands encore se poursuit. Les astronomes espèrent trouver encore de grandes planètes, d'énormes superamas, et en apprendre plus sur ce que nous avons déjà découvert. Au fur et à mesure que la technologie se développe, avec de meilleurs télescopes, de meilleurs détecteurs, de nouvelles sondes, nous sommes capables de voir plus loin dans l'espace. Et nous pouvons donc espérer découvrir des objets encore plus monstrueux que ceux que nous connaissons déjà.